Bonjour, bienvenue, merci d'être là avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on se demande quels sont les placements qui peuvent vous protéger au mieux contre un possible retour de l'inflation. Alors, est-ce le livret A, est-ce l'immobilier, l'assurance vie, les actions? On en parle avec vous, Thomas Friedberger, bonjour. Bonjour David. Alors, il faut rappeler quand même que ce qu'on appelle un rendement net, souvent on regarde le rendement, la performance d'un placement, mais il faut aussi déduire l'inflation pour avoir la vraie performance, vraie de vrai d'un placement. Exactement. L'inflation vient éroder la valeur d'un placement avec le temps et donc il faut en tenir compte. Pendant plusieurs décennies, on n'a pas vraiment eu à s'en soucier puisque l'inflation a été évacuée, a été absente, principalement pour des raisons démographiques, mais elle est de retour. Voilà, démographique, de mondialisation, voilà, de rupture technologique. Et donc quand on voit 0,5% de rendement sur un livret A en net, quand on a 0,5% d'inflation, ce qui était le cas en France en 2020, eh bien, le rendement net, il est de 0. Donc c'était bien de le rappeler. Sachant que voilà, aujourd'hui, l'idée, on ne sait pas où se situera l'inflation à l'avenir, mais on sent bien qu'on est sur pas un nouveau paradigme, mais un nouveau rythme de croisière de l'inflation. Oui, on a une reprise économique extrêmement forte et les banques centrales ont délibérément pris le pari de rester accommodantes et donc de laisser l'inflation redémarrer. L'inflation, n'oublions pas que c'est quand même une des solutions à un problème de dette excessive et que donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais effectivement, on va devoir vivre avec un peu plus d'inflation dans les décennies qui viennent. Ouais, sans savoir effectivement que ce sera, personne ne croit non plus à ce qu'on ait une inflation à deux chiffres, mais voilà. Est-ce qu'il y a un niveau théorique d'inflation au-delà de laquelle l'inflation est vraiment nocive pour tous les placements? Ça, c'est très difficile à dire. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation, Ouais. ou alors de l'inflation couplée avec de la stagnation économique. Ça s'appelle la stagflation. Ouais. C'est ce qu'on a vécu dans les années 70, mais on n'en est pas là du tout. On est plutôt sur des scénarios d'inflation modérée, mais dont il faut quand même tenir compte et il faut réapprendre à investir dans un environnement comme ça. Voilà. Et tous les placements ne protègent pas de la même façon, encore une fois, contre l'inflation. On va essayer de les passer en revue rapidement. Le monétaire, par exemple, on va l'évacuer assez rapidement parce qu'on se dit que si l'inflation est plus forte, au bout d'un moment, les banques centrales seront obligées aussi de remonter leur taux d'intérêt. Donc le monétaire deviendra plus intéressant, facialement, j'ai envie de dire, sauf que défalqué de l'inflation, il ne restera pas grand-chose. C'est un peu ça le raisonnement? Oui, c'est ça. Enfin, le cash, d'une manière générale, tout ce qui est proche du cash souffre de l'inflation, puisque quand il y a de l'inflation, les prix augmentent. L'inflation, c'est la hausse des prix et des salaires. Et donc, quand vous avez 100 euros et que vous avez de l'inflation, quelques mois plus tard, vous pouvez vous payer un peu moins de choses avec la même somme, puisque ça coûte plus cher. Bon, donc monétaire, on évacue. Sur la question des obligations, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ici dans Valeur ajoutée, donc on va aller assez rapidement, puis après donner la solution, parce qu'il y a des obligations qui sont en l'occurrence indexées sur l'inflation, qui peut être intéressantes à regarder. Tout ce qui est obligations souveraines, obligations d'entreprise de très très bonne qualité, qui rapportent déjà pas grand-chose, là, on dit quoi? Alors là, on dit que c'est assez sensible à l'inflation d'une manière générale, parce que, alors là, il faut regarder, alors c'est un terme un peu technique qui s'appelle la duration, c'est la sensibilité de ces obligations-là au taux d'intérêt. Et plus la duration est longue, plus elles sont pénalisées en cas de remontée des taux. Exactement. Et donc plus les taux de rendement sont faibles et plus les durations sont longues, donc les obligations gouvernementales ont des durations à maturité constante supérieure à des obligations d'entreprise. Et plus on va vers le haut rendement, le high yield, et plus la duration est courte, donc plus la sensibilité à des taux d'intérêt plus élevés est faible. Oui, sauf qu'un jour, ces obligations souveraines, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si elles rapportent du 2-3% par an sur le 10 ans, là, ça redeviendra intéressant. Il faut voir ce que ça donne ajusté de l'inflation. Ouais. Après, encore une fois, il y a des obligations qu'on appelle à taux variable ou indexées sur l'inflation. Ce sont des animaux qu'on ne connaît pas très bien en tant que particulier. Est-ce que là, pour le coup, comment ça marche? Est-ce que c'est un bon rempart contre l'inflation? Alors, il y a des obligations qui sont ajustées de l'inflation et puis il y a des obligations à taux variable. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les obligations à taux variable, c'est des obligations dont le taux d'intérêt varie, comme son nom l'indique. Indexées sur l'inflation? Alors, certaines sont indexées sur l'inflation, d'autres pas. Mais à partir du moment où le taux d'intérêt varie en fonction du niveau général des taux d'intérêt qui, lui, varie avec l'inflation, ces obligations-là procurent une protection beaucoup plus forte contre l'inflation. Pas totale, mais plus forte. Pas totale, mais plus forte. C'est-à-dire que leur duration est beaucoup plus faible. Ouais. C'est le cas, par exemple, de quasiment l'ensemble des instruments qu'on structure dans nos activités de dette privée qui sont à taux variable et qui, donc, du coup, rendent de facto intéressante une allocation en dette privée. C'était de toute façon intéressant parce que ça finance l'économie, c'est du financement long terme des entreprises. Mais maintenant,
il y a cette dimension en plus qui fait que dans une allocation obligataire Coté ou non coté? globale, alors là on parle de non coté, c'est Ouais. c'est ce qu'on fait, mais dans le coté également, hein, on gère également des portefeuilles d'obligations cotées, certaines à taux variable, d'autres à duration très courte, et donc nos portefeuilles sont relativement peu sensibles à l'inflation d'une manière générale. Ouais. La différence entre les obligations à taux variable et indexées sur l'inflation, juste pour être sûr que je comprenne bien? Alors les obligations indexées sur l'inflation, c'est des obligations à taux fixe, mais dont le coupon varie en fonction du niveau d'inflation nominal. Ouais. Les obligations à taux variable, c'est juste une obligation qui vous dit le taux d'intérêt varie en fonction le taux d'intérêt est variable, donc tous les 3 mois par exemple, on va regarder quel est le taux d'intérêt en vigueur. Donc le meilleur rempart, c'est plutôt le... Les deux sont efficaces. Hein. Les deux sont efficaces. Les obligations indexées sur l'inflation sont effectivement efficaces parce que là, pour le coup, c'est une protection parfaite. L'autre, ça dépend de la réaction des taux d'intérêt aux chiffres d'inflation. On pense évidemment aussi maintenant aux classes d'actifs, l'immobilier. Dans quelle mesure c'est un bon rempart? Est-ce qu'on est bien mieux immunisé aussi au travers des véhicules immobiliers? Parce qu'on se dit que l'immobilier, derrière, il y a des loyers, les loyers sont réajustés sur l'inflation et donc mécaniquement, voilà, ça protège. les actifs réels, d'une manière générale, sont des bons remparts contre l'inflation. Leur prix, encore une fois, l'inflation, c'est l'augmentation des prix et des salaires. Les prix des actifs réels augmentent avec l'inflation. Donc quand vous en détenez, c'est plutôt en général des actifs qui se comportent relativement bien dans des environnements inflationnistes. Donc immobilier, infrastructure aussi. Alors qu'est-ce qu'on appelle infrastructure concrètement? Infrastructure, c'est et comment un particulier a accès à des infrastructures? C'est quoi? Ce sont des aéroports, des routes? Exactement. Aéroports, résidences étudiantes, routes, ponts, centrales électriques, etc. Et donc vous avez des fonds qui sont spécialisés là-dedans, des fonds d'infrastructure. Mais qui achètent des entreprises? Qui achètent des actifs, qui achètent les ponts, les routes, etc. Et puis qui ensuite les opèrent, hein, assurent détiennent les actifs et puis ensuite peuvent les louer à des gens qui ont des concessions, par exemple. Ouais. Et ces actifs-là, en général, se comportent bien dans des environnements inflationnistes. Ouais. Après, il reste les actions. Les actions, justement, toutes les actions ou certains profils d'actions qui peuvent mieux, encore une fois, immuniser contre ce risque de l'inflation. On se dit pour les actions, derrière éventuellement une entreprise qui a ce qu'on appelle du pricing power, qui a cette capacité finalement, en cas de hausse des prix, de ses approvisionnements, de ses coûts, à, comme on dit, les transmettre, les répercuter à ses clients. Exactement. Donc là, il faut reprendre un peu les livres des années 70-80 et regarder ce qu'ont fait les investisseurs. C'était mauvais pour les actions, les années 70-80? C'était pas terrible. Ouais. J'étais tout petit à l'époque. C'était pas terrible. Il y avait un peu trop d'inflation. Alors, une inflation modérée n'est pas forcément mauvaise pour les actions, parce que si c'est signe de reprise économique ou de croissance économique assez forte, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est vrai que toutes les actions ne sont pas égales devant l'inflation. Par exemple, effectivement, les entreprises qui ont une croissance organique régulière et qui ne traitent pas sur des multiples trop élevés seront mieux immunisés que celles qui traitent... Exemple oui, le secteur des biens de consommation, par exemple. Des entreprises qui vendent partout dans le monde des petits biens et qui en vendent beaucoup. En général, sont des bons remparts contre l'inflation parce qu'elles ont... Bon, déjà, actuellement, elles ne sont pas très chères. Hein, ce n'est pas des secteurs qui sont très à la mode. Mais elles génèrent une croissance organique régulière, pas forcément très spectaculaire, et ça, c'est un bon rempart contre l'inflation. Un secteur qui peut faire passer, encore une fois, les hausses de coûts dans ses prix, c'est le luxe, qui est chèrement valorisé avec de la forte croissance. C'est pas un bon rempart, ça aussi là? Alors peut-être, ça dépend un peu des niveaux de valorisation, parce que la caractéristique d'une économie un peu plus inflationniste, c'est que les taux d'intérêt remontent, et quand les taux d'intérêt remontent, les multiples de valorisation se compriment. Donc il ne faut pas acheter des actions qui sont trop... qui traitent sur des multiples trop élevés. En revanche, on peut acheter des actions de sociétés qui ont des bases d'actifs assez faibles, ce qui est le cas en général. Bases d'actifs assez faibles, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'usines et que tous les 5 ans, vous devez refaire votre usine pour la remettre au goût du jour et que vous avez de l'inflation, comme les prix augmentent, vous devez renouveler votre base d'actifs en payant à chaque fois plus cher. Donc, quand vous avez peu d'actifs, quand vous êtes une société qui développe des logiciels, par exemple, vous n'avez pas ce problème-là. Oui, mais c'est chèrement valorisé, ça, les logiciels. Alors, ceux-là sont chèrement valorisés. Voilà. Donc, il faut choisir des sociétés pas trop chères, qui ont des bases d'actifs pas trop grosses. En dehors des biens de consommation, il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Dans tous les secteurs, on en trouve. C'est là où il faut être très sélectif, parce que l'autre caractéristique,
d'un environnement un peu plus inflationniste où les taux remontent, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'au sein d'un secteur, au sein d'une géographie, vous avez une dispersion beaucoup plus grande entre les performances des différentes entreprises d'un secteur. Donc c'est vraiment la sélection de valeur qui va compter dans cet environnement-là. Si on doit résumer tout ce qu'on s'est dit là, si on devait faire un top 3 des meilleurs placements, remparts, anti-inflation, on met quoi sur le top 3 sur le podium? Ah bah si. Ouais. Difficile de faire un classement. Non, mais voilà, si on va en retenir 3 en tout cas. Dans le top 50, mais on va dire on va dire que les actifs réels, donc immobilier, donc ça il y a beaucoup de fonds accessibles là-dessus. Les obligations. Mais qui joue quel immobilier pour le coup les fonds Alors immobiliers? nous on aime bien en l'occurrence l'immobilier résidentiel par exemple. Qui est en plus dans un contexte post-Covid. Mais qui est cher aussi, on va dire que c'est cher. Ça dépend où et ça dépend quoi. Mais on arrive à trouver des choses pas trop chères dans certains endroits et dans certaines circonstances. L'immobilier aussi, tout ce qui est transformation d'actifs, donc renouvellement d'actifs qui ont beaucoup souffert du Covid, donc par exemple reconversion de centres commerciaux en immobilier en zone mixte, bureaux, résidentiels, commerce pied d'immeuble. Donc ça, on aime beaucoup ça. En plus, il y a un angle environnemental très fort dans ce type de reconversion-là. Donc ça c'est une première catégorie d'actifs qu'on aime bien. Ensuite, il y a obligations à taux variable, donc financement long terme des entreprises avec des instruments à taux variable, soit via la dette privée, soit via les obligations cotées comme on le gère chez nous, mais toujours avec des portefeuilles assez concentrés de conviction basés sur une recherche fondamentale approfondie. Pas trop concentré non plus, sinon après on diversifie pas assez. Concentré dans la mesure où on fait beaucoup d'analyses et quand on fait beaucoup d'analyses, on peut se permettre de concentrer un peu plus les paris. Parce qu'on discrimine. Exactement. Ok, ça en fait 2, allez, un dernier. Voilà. Et les dernières, les actions par exemple dans le secteur et pas n'importe des biens de consommation qu'on aime bien parce que c'est un levier sur la croissance mondiale, notamment celle des pays émergents, qui en général est un bon pari. Bon voilà, j'espère qu'on a rassuré celles et ceux qui nous regardent. Oui, il y a des placements qui vous protègent mieux que d'autres contre l'inflation. Merci Thomas. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées ici sur Boursorama.